Bienvenue sur Leadershift, le podcast qui fait bouger votre leadership. Bonjour, c'est Vincent. Bienvenue dans un nouvel épisode de Leadershift. Cette semaine, nous allons nous intéresser au monde VUCA et à comment mieux conduire, better lead, on dirait en anglais, dans un monde VUCA. Je me suis aperçu que on n'avait jamais vraiment parlé du monde VUCA dans ce podcast. On l'a peut-être mentionné en passant. Vous l'avez peut-être entendu de ma bouche dans la période de la Covid, où là, effectivement, on était, vous le verrez, en plein monde VUCA. Et donc, c'est suite à la lecture d'un article dans HBR, Harvard Business Review, que je me dis que ça vaut la peine de vous en parler cette semaine. Qu'est-ce que le monde VUCA ? Alors, VUCA, ce sont 4 lettres, qui signifient V comme volatile, U comme incertain, uncertain en anglais, C comme complexe et A comme ambigu. Alors en français on dirait VICA, mais tout le monde dit VUCA. Volatile, incertain, complexe, ambigu. Qu'est-ce que ça décrit ? Eh bien, vous reconnaîtrez, je pense, notre météo, volatile, incertaine, complexe, ambigu. Vous reconnaîtrez peut-être les marchés financiers, la marche des marchés financiers. Vous reconnaîtrez peut-être les situations géopolitiques. Bref, c'est une bonne description de notre monde moderne, ou postmoderne, diraient certains, ou certaines. Et donc, volatile, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, c'est quelque chose, un système, ou quelque chose que vous mesurez, qui présente des changements brusques à très forte amplitude. Donc c'est pas juste que ça change de manière assez imprévisible, mais en plus de ça, les changements sont eux-mêmes brusques et vont très très haut dans un sens ou dans l'autre. Exemple tout bête, alors la volatilité des marchés financiers, d'ailleurs c'est de là que vous aurez peut-être entendu ce terme, la volatilité des marchés financiers, mais vous voyez que notre météo, c'est pareil, je suis né dans un monde où les variations météorologiques se mesuraient en semaines, voire en mois. Alors même si je suis très très vieux, ça fait pas si longtemps que ça, et aujourd'hui, ça se mesure en jours. Aujourd'hui, vous pouvez gagner ou perdre 10, 15, peut-être des fois 20 degrés en une journée. Ça, c'est de la volatilité. Deuxième adjectif, incertain. Incertain veut dire dont les alternatives sont inconnues. Faut pas confondre avec probabiliste. Par exemple, si vous avez une pièce d'un franc et que vous tirez à pile ou face, le résultat n'est pas incertain, mais le résultat est probabiliste. Ça veut dire que vous savez qu'il y a 50% de chances que vous soyez sur pile ou sur face. Incertain, ça veut dire que vous ne savez même pas combien de faces a votre pièce ou votre dé. C'est-à-dire que vous n'avez même pas les différentes branches de l'arbre de décision. Vous ne savez pas quels sont les outcomes, les résultats possibles de ce que vous allez faire. Ça, c'est un monde incertain. Alors, classiquement, très simple, vous dites quelque chose à quelqu'un. Vous ne savez pas à l'avance quels sont les résultats possibles. Alors oui, on pourrait dire ça se passe bien, ça se passe pas bien. Alors oui, on peut me dire, mais il y a toujours 50% de chance. Puis là, en disant ça, on dit pas grand-chose. Donc par exemple, vous dites, on va changer notre procédure sur je sais pas quel système ou quel produit. Alors on imagine, mais il peut y avoir des conséquences inattendues, et ça c'est une preuve d'incertitude. C'est comme complexe. Alors, les systèmes complexes, c'est un sujet à part entière, mais on pourrait les définir comme des systèmes dans lesquels il y a moins de causalité, ou de petites causes peuvent aussi provoquer de grands effets, ou des systèmes dans lesquels il y a certaines propriétés qui sont émergentes. Alors typiquement les systèmes humains, les équipes, sont des systèmes complexes. On peut par exemple, on va parler, on va vouloir améliorer l'esprit d'équipe. Vous ne pouvez pas actionner l'esprit d'équipe. Vous pouvez actionner la motivation, par exemple. Il y a certains facteurs que vous pouvez actionner directement et qui vous donneront des résultats en termes de motivation. Mais la propriété d'équipe, l'esprit d'équipe, ce n'est pas un facteur. C'est une propriété émergente d'une équipe. Donc, il faut travailler à un autre niveau pour pouvoir obtenir le Graal de n'importe quel chef d'équipe, qui est l'esprit d'équipe positif. Donc ça, c'est la complexité. Et enfin, ambigu. A comme ambigu. Mais quelque chose qui est ambigu, c'est quelque chose dont une parole ou un événement dont le sens n'est pas univoque. On pourrait dire un sens multidimensionnel, un sens avec plusieurs dimensions.
On a quelque chose qui se passe et on ne peut pas dire exactement ce que ça veut dire. On ne sait pas. Pendant la Covid, il y avait moins d'infections un jour ou une semaine. On ne savait pas si c'est parce que il y avait moins de tests ou parce que il y avait moins de gens qui se présentaient ou parce qu'effectivement il y avait moins d'infections. Donc c'était des situations ambiguës. Donc voilà-t-il un certain complexe ambigu, VUCA. Alors, pourquoi est-ce que c'est un problème pour le management, Parce qu'en fait, beaucoup de nos pratiques de gestion d'entreprise, gestion de personnel, sont basées sur des concepts, sur des situations non VUCA. Donc des situations non volatiles, certaines, simples et univoques. Alors, par exemple, le fait qu'on dise l'année dernière j'ai vendu tant et donc cette année je risque de vendre tant, puis on fait un petit plus ou moins 10%, ça c'est dans un monde non VUCA que ça fonctionne. Et donc le planning des ressources qui en découle, j'ai besoin de 1,3 FTE en plus, TP en plus, non, si on est dans un monde VUCA, on peut plus réfléchir comme ça. Le plan de carrière, c'est une idée non VUCA. Le plan de carrière, vous avez quelqu'un qui vous dit oui, dans 5 ans, dans 5 ans, on sera même peut-être pas là, tous. Peut-être que la personne aura changé de poste, ou peut-être que l'entreprise n'existera plus. Enfin, on n'en sait rien. Les descriptions de poste, c'est pareil. On a quelque chose plutôt vous voyez que le temps, dans VUCA, n'est plus à considérer comme quelque chose qui coule de manière un peu linéaire et tranquille. C'est plus un long fleuve tranquille. On est plutôt dans les rapides, dans les cascades. L'évolution des personnes basée sur leur passé. On dit il était pas mal l'année dernière, l'année d'avant, il va être bon cette année. Ou bien un exemple, c'est vous venez de virer quelqu'un, alors qu'en fait c'est peut-être cette personne-là qui vous aurait sauvé, ou qui vous aurait sauvé la boîte dans la prochaine crise, parce que cette personne-là avait une qualité qui n'a jamais été activée pendant ces 8 dernières années dans l'entreprise, mais elle aurait pu vous être utile. Alors, ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est se dire, du coup, en fait, je décide plus rien, je vire plus personne, je change plus, non. Évidemment, ça, vous pouvez pas le faire. On est obligé de mener, de conduire. Alors, du coup, 4 pratiques pour nous aider à continuer à travailler dans un monde VUCA. Première pratique, c'est plutôt un espèce de changement de mindset. Plus de data ne veut pas dire de meilleures décisions. Vous voyez que dans un monde non VUCA, dans un monde simple et univoque, on se dit je vais prendre une meilleure décision si j'ai plus de données, puisque tout est linéaire, tout est certain, on a le 50-50 du pile ou face. Les choses sont plus simples, et donc si j'ai plus de données, alors je prendrai une meilleure décision. Dans un monde VUCA, donc dans le monde actuel, ce n'est plus le cas. Alors, on va faire ce qu'on appelle du low data decision making, décision à basse information, peut-être traduiraient nos amis canadiens. Alors, comment faire pour faire ce changement de mindset ? Première chose à faire, c'est essayer de reconnaître les informations exceptionnelles, les informations qui sortent de l'ordinaire, les informations qui sont d'une autre nature par rapport aux autres informations qu'on peut recevoir sur un sujet donné. Et une fois qu'on les a reconnues, ces informations exceptionnelles, on peut se poser la question, et si ? 3 petits points. Et si on faisait comme ça ? C'est ce qu'on appelle aussi toute la dynamique du travail sur les scénarios. Et puis, 3e étape, se laisser la liberté de flâner intellectuellement, se laisser la liberté de réfléchir, mais pas de manière linéaire. Je ne veux pas dire divaguer, mais c'est pour ça que j'ai dit flâner. C'est un peu se promener dans les idées, pour voir peut-être certaines qui sont plus utiles que l'autre. Alors, un exemple concret, Steve Wozniak, que vous connaissez peut-être comme étant un des fondateurs d'Apple, en 1975 déjà, je crois que c'est une foire ou un truc commercial, il voit un ordinateur qui s'appelle l'Altair 8800, mais qui est petit. Il faut savoir qu'en 1975, les ordinateurs ont plutôt une énorme taille, c'est plutôt des pièces quasiment entières, pas tout à fait, mais pas loin. En tout cas, pour les gros ordinateurs très puissants, ce sont des machines qui font plusieurs mètres cubes. Et donc, il voit ce petit Altair, alors qu'il ne peut pas faire grand-chose, mais qui est tout petit. Et donc, la caractéristique petit lui fait dire, mais s'il est petit, information exceptionnelle, et si on faisait des petits ordinateurs, on pourrait en mettre dans chacune des maisons du monde. C'est le précurseur du PC. Et d'ailleurs, le président d'IBM à l'époque est connu pour dire « mais ça ne marchera jamais, il n'y aura jamais de PC, il n'y aura jamais un ordinateur dans chaque maison ». Voilà, depuis, on sait bien que c'est pire. Donc vous voyez que Wozniak reconnaît
une information exceptionnelle et ensuite se laisse le temps de réfléchir. Alors la légende dit qu'il court chez lui et il commence à produire l'Apple I et voilà, the rest is history comme on dit. Donc, plus de data ne veut pas dire de meilleures décisions, donc reconnaître les informations exceptionnelles dans ce que vous traitez tous les jours et vous poser la question, et si on faisait comme ça, et si on décidait ça? Ça, c'est la première pratique. Les 3 autres sont des pratiques de leadership. La première, poser des bonnes questions. Alors l'écoute active, bon, évidemment c'est bien, vous savez que je suis un fan d'écoute active, mais poser les bonnes questions est aussi très utile. Et en particulier, éviter la question « pourquoi ?» Alors pourquoi il faut éviter la question « pourquoi ?» Parce que la question « pourquoi ?» elle va chercher dans ce qui est déjà connu. Dans ce que je sais déjà de pourquoi est-ce que je pense avoir fait les choses. Mais en fait, il n'y aura pas forcément de lien. Vous dites, mais pourquoi t'as pas rendu le projet à temps? Parce que j'avais pas le temps. En fait, c'est certainement pas à cause de ça. On est dans un monde multifactoriel, donc il y a plein de facteurs différents. La personne à qui vous posez la question pourquoi, elle va sortir un facteur qui sera peut-être le facteur qui l'arrange le plus, mais qui va pas forcément être le facteur qui a eu le plus d'impact sur la décision de pas rendre le rapport à temps. Donc, la question pourquoi, en fait, elle fait fi de la partie C du monde VUCA. C'est-à-dire que dans un monde complexe, poser la question pourquoi sert à pas grand-chose. Par contre, on peut poser tout un tas de questions pour essayer de rendre la réponse moins ambiguë, dans le sens demander qui, ou quand, ou comment. Et donc, on va chercher avec ces questions-là des réponses qui montrent de la surprise. Parce que la surprise, c'est un signe de décalage et donc de créativité potentielle. La créativité est un excellent antidote au monde VUCA. L'innovation est un excellent antidote au monde VUCA. La flexibilité est un énorme antidote au monde VUCA. Donc, par exemple, si vous avez des gens qui quittent votre entreprise actuellement, ne leur posez pas la question pourquoi vous partez à la concurrence, parce que les gens risquent de répondre quelque chose qui est simple et facile à comprendre, qui est l'argent. Or, alors non seulement vous pourriez augmenter peut-être votre salaire moyen, mais c'est même peut-être pas ça. Et d'ailleurs, dans l'article HBR, ils disent que quelqu'un a posé cette question-là, a augmenté les salaires en question, et sans aucun résultat. Par contre, ils ont posé d'autres questions, par exemple, qu'est-ce qui vous intéresse dans votre travail? Avec qui est-ce que vous aimez travailler? Qu'est-ce que vous faites pendant le week-end, etc. Et en fait, ils ont remarqué qu'il y avait une énorme dissatisfaction par rapport à l'entreprise, aux tâches qui étaient données à ce type de population. C'était des juniors, des consultants juniors. Et donc, ils ont plutôt essayé de favoriser la diversité des tâches que l'argent. L'argent n'était pas en fait le vrai facteur. Donc vous voyez, la question pourquoi n'est pas forcément une bonne question dans un monde VUCA, donc ne la posez pas. Posez d'autres questions, et en particulier les questions qui provoquent la surprise. Enfin, last but not least, planifier, oui, c'est bien, mais planifier vaut mieux que le planning. Le planning, c'est essentiellement inutile dans un monde VUCA. Ça sert à rien, pourriez-vous me dire. Mais en fait, vous avez raison, vous avez tort. Le résultat du planning est inutile. Parce qu'effectivement, dans 2 jours, votre planning sera peut-être complètement mis à la poubelle. Par contre, le fait de planifier, ça c'est très intéressant. Donc l'idée, en fait, c'est de développer de meilleures pratiques de planification, ou de meilleurs planificateurs, ou de meilleures planificatrices, en leur donnant un certain nombre de petites choses à faire. 1, ne pas simplement faire des plans probabilistes avec plan A, plan B, mais aussi développer toute une technique de scénarisation de « et si ?» pousser au-delà du plan B. Plan C, plan D, plan E. Et si, imaginez en janvier 2023, un hurluberlu dans une boîte qui dirait « et puis s'il y avait une guerre en Europe ?» Puis tout le monde aurait éclaté de rire. Parenthèse, c'est un bon signe, c'est un signe de décalage. Ça veut dire qu'on touche du VUCA. Et là, l'idée, c'est, attends, qu'est-ce que tu veux dire? Imaginez, si demain il y a une guerre entre la Pologne et la Hongrie, il y a beaucoup de chaînes logistiques qui vont être complètement démontées. Et là, on dirait, ok, qu'est-ce qu'on fait si on a un problème logistique? Et hop, petit projet. Alors, évidemment, il y a la guerre entre l'Ukraine et la Russie, mais c'est la même idée. Donc, c'est en se posant ce genre de questions-là, et sécurité psychologique oblige,
en récompensant la personne qui a pensé au-delà, outside of the box, comme on pourrait dire. Et donc, prendre en compte les situations extrêmes est utile dans le processus de planification. Et donc, entraîne les planificateurs ou les planificatrices à aller au-delà des simples plus ou moins 10% par année. Donc, le processus de planning est intéressant et doit être développé. Le plan, lui, une fois qu'on l'a fait, on l'a fait, mais on n'en tient pas trop compte. En tout cas, pas à long terme, ça c'est sûr. À court terme, oui, mais pas à long terme. Dernière pratique, utiliser ses émotions. Alors, peur et colère, populairement, c'est vu comme des émotions appelées négatives. Or, vous le savez, rien n'est plus faux. C'est une émotion à valence négative, c'est-à-dire qu'on se sent peut-être moins bien, c'est inconfortable comme émotion, mais on ne peut pas parler d'émotion négative dans le sens où l'émotion en tant que telle n'est pas négative. L'émotion, elle existe, c'est tout. Au contraire, des émotions, alors en particulier la peur et la colère, peuvent nous renseigner sur notre monde VUCA. Comment ? Vous reconnaissez l'émotion, évidemment, et l'émotion, en fait, c'est une réaction du corps à une situation évaluée. Or, notre corps, lui, il réfléchit pas de manière analytique, il réfléchit de manière... il compare des situations avec d'autres situations. Et donc, ce mode de réflexion, si vous le voulez, de réflexion inconsciente, système 1, on l'a vu dans un épisode précédent, ce mode de réflexion-là est capable de beaucoup mieux appréhender les situations complexes, justement. Donc, reconnaître l'émotion et se dire, mais tiens, où est-ce que j'ai déjà vu ça ? Où est-ce que j'ai déjà senti ça ? Quand est-ce que la dernière fois j'ai déjà senti ça ? Et comment j'ai fait pour m'en sortir ? Et si cette réflexion-là vous calme, ça veut dire que vous aviez une réaction disproportionnée, alors qu'il n'y avait pas vraiment de situation VUCA, et donc vous pouvez exécuter le plan prévu. Vous pouvez dire, ok, en fait non, mais ça va. La dernière fois, j'ai rajouté un slide pour me présenter, du coup je vais baisser mon stress, donc hop, j'ai oublié mon slide, donc tac, voilà, je fais mon slide. Mais si cette question, où ai-je déjà vu ça et comment ai-je fait, ne vous calme pas, alors vous êtes vraiment dans du VUCA. Et donc il faut changer le plan. Il faut prévoir autre chose, puisque ça ne marchera vraisemblablement, mais encore une fois, probabilité, on sait qu'elles sont pas, c'est pas idéal dans un monde VUCA, mais en tout cas changer le plan pour établir de meilleurs scénarios. Donc, nous avons, pour faire face à un monde VUCA, 4 pratiques. La première, qui est un changement d'état d'esprit, plus de data veut pas dire de meilleures décisions. Et puis, 3 pratiques de leadership, poser les bonnes questions, planifier vaut mieux que le planning, et puis utiliser ses émotions. Voilà, c'est la fin de l'épisode. J'espère qu'il vous a plu, et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.